Tous les ans, depuis 2015, se déroule au mois de juin le Rallye des Cimes historique. Plus de 120 véhicules antérieurs à l'année 1987, parmi lesquels Jeep, Buggy, Cournil et autres, s'élancent au cœur des montagnes basques sur les anciennes pistes de ce rallye mythique. L'écurie Lantivie, fidèle à ce rendez-vous depuis la première édition, présente chaque année plusieurs véhicules issus du musée des blindés de Saumur et restaurés pour l'occasion. Une implication toute particulière qui nous a donné l'envie d'en savoir plus, tant sur l'écurie elle-même que sur François Oldra, son créateur et directeur. Que vous dire? Bon, d'abord, je suis issu d'une famille de militaires. Mon père était officier. Donc, mon père partait en Italie en mission pour plusieurs années. Donc, j'ai eu le choix. Il m'a mis en pension. Il n'y avait pas de lycée français à Vérone où il était affecté. Mon père a fait ses études chez les Jésuites. Après qu'il m'ait raconté ses épopées, j'ai choisi les enfants de troupe. À 12 ans, j'étais à Autun, Saône-et-Loire, pour faire mes études de ce qui s'appelait l'école militaire préparatoire. Et j'étais enfant de troupe. Il est arrivé à l'école un aumônier militaire qui a créé un club d'équitation qui nous a permis de monter à cheval et de sortir de l'école une fois par semaine, à condition qu'on ait la moyenne dans la semaine. Donc ma moyenne a subitement augmenté. J'ai commencé à monter à cheval et j'ai eu l'occasion de monter de très bons chevaux civils et entre autres d'avoir des beaux résultats en compétition, puisque entre autres j'avais été vice-champion d'Europe de concours complet. Donc il me semblait logique quand j'ai passé mon bac de continuer, surtout de devenir écuyer du Cadre Noir de Saumur. Donc je suis rentré à la Flèche, au Prytanée militaire de la Flèche, où j'ai eu 2 chevaux qui m'ont été affectés. J'ai continué la compétition, puis dans la foulée, j'ai passé Saint-Cyr que j'ai réussi, et j'ai choisi dans la cavalerie dans le but majeur d'être écuyer du Cadre Noir. Donc pour cela, après mon année d'application chez les sous-lieutenants, à Saumur, à l'école de cavalerie où nous sommes, j'ai été affecté au 8e régiment de hussards sur 7 engins. J'étais lieutenant, j'ai commandé 7 engins, qui est un engin absolument terrible, pendant 3 ans. Et mon colonel m'a déconseillé de rentrer au Cadre Noir, car le Cadre Noir quittait l'institution militaire pour entrer dans l'institution civile. Les années ont passé, mais pour autant, Saumur reste un haut lieu d'instruction militaire. On est dans le bureau du général qui commande les écoles militaires de Saumur. C'est le cœur de la cavalerie française. Et ce général, c'est le pilote de la Peugeot P4 qu'on appelait la Blanche. Ce pilote, pour moi, et ami, c'est le général de Barmont, qui est ici à côté de moi. Nous avons 4 écoles militaires qui sont regroupées sur le même site et qui sont l'objet d'une administration d'aménagement commun. L'histoire de nos écoles, elle s'inscrit d'abord autour de l'école de cavalerie qui constitue véritablement l'ancêtre de nos écoles, puisqu'elle a été créée en 1814. Et puis, au fil des restructurations de l'armée de terre, notamment depuis une dizaine d'années, eh bien, il a été décidé de valoriser les différentes emprises de l'armée de terre. C'est en ce sens où, en 2002, on a créé le Centre d'études et d'enseignement du renseignement de l'armée de terre, qui est en fait l'école du renseignement de l'armée de terre. En 2009, on a transféré l'école qui est spécialisée dans tout ce qui est formation et lutte contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques. Et en 2012, l'école d'état-major qui était à Compiègne et qui forme les officiers en 2e partie de carrière, créant donc cette nouvelle structure des écoles militaires de Saumur qui regroupe donc ces 4 écoles dans un espace commun. Et donc j'assure le fonctionnement général de ces 4 écoles, sachant que chacune de ces écoles est commandée par un colonel qui est responsable de la formation de son domaine. De nos jours, l'école de cavalerie forme des unités blindées, des commandants d'escadron, des chefs de char et propose des formations dans les domaines du tir et de la manœuvre blindée, apprentissage dispensé sur des simulateurs. Capitaine Coulon, bonjour. Si un jour j'ai envie d'apprendre à conduire un Char Leclerc, il faut que je vienne vous voir. Si vous venez me voir, je ne vais pas forcément vous apprendre à piloter, mais en tout cas mon métier c'est de former des équipages de tourelles, donc en l'occurrence principalement des chefs de char, mais également à la fonction de tireur. Oui, nous utilisons donc 2 simulateurs qui sont très distincts, très différents. Un premier qui va nous permettre de réaliser l'apprentissage des fondamentaux de la mise en œuvre de la tourelle, du tir, tant au niveau équipage qu'au niveau peloton. Une fois qu'on estime que nos équipages ou que nos pelotons sont suffisamment aguerris sur ce simulateur, à ce moment-là, on les présente sur le second simulateur
où ils vont véritablement concrétiser cette instruction dans des conditions qui sont beaucoup plus réelles. La qualité principale d'un équipage une fois qu'il est formé ? Je dirais que c'est sa cohésion. Il est important que l'équipage ne soit pas chacun une individualité, mais forme bien un équipage. C'est le véritable métier du tankiste, c'est d'avoir un équipage rompu, être capable de réagir à toutes les situations en se connaissant, gérer mutuellement. Quittons les simulateurs pour retrouver François Oldra. Nous sommes dans les années 70 et nous prenons la direction des Pyrénées. Bien, de ce fait, moi j'ai quitté le 8e hussard et j'ai abouti au 1er régiment d'hussards parachutistes à Tarbes, qui était toujours des hussards. Donc on faisait la même chose mais avec des jeeps en réalité, que mon travail à Altkirch. Étant à Tarbes, j'ai fait le rail des cimes en soutien et en compétiteur. Et là j'ai commencé à avoir le virus de la compétition à l'époque tout terrain. Alors là j'ai participé 2 fois quand j'étais à Tarbes. Les anciens qui se souviennent, ils faisaient les départs, les milieux, l'arrivée des spéciales. On avait les relais radio sur la Madeleine, etc. Et le capitaine, pour se justifier de son colonel, faisait le tour de ses troupes en compétition pour voir si les mecs étaient bien là. En réalité. Bon. Donc on prenait beaucoup de plaisir à venir. Et donc je l'ai fait 2 fois, avec ma Jeep de commandement, ma Jeep officielle de capitaine commandant un escadron de combat. Et j'ai cassé 2 fois. Donc j'ai jamais réussi à monter la Madeleine avec la Jeep Hotchkiss en réalité. Et puis après, bon, je suis parti au Liban, etc., dans l'opération, et j'ai été affecté à Saumur. À Saumur, j'avais un vieux copain que les anciens connaissent, hein, les Haguerre, etc., qui s'appelait Lutin, Armel Lutin, qui a été affecté ici. Nous avons recréé une écurie à base du P4. Et donc là, je suis reparti en 84 faire les cimes, et aux victoires, j'ai réussi à passer la Madeleine. Il n'aurait pas fallu que la Madeleine fasse 200 ou 300 mètres de plus parce que la voiture était en première réduite, elle n'arrivait pas en... C'était des essences à l'époque. En 85, l'armée nous a demandé de motoriser en diesel le P4 et nous avons fait le Dakar, arrivé au bout classé, sans problème du tout. Et à partir de ce moment, l'armée a acheté le P4 diesel qui est devenu le 4x4 officiel de l'armée de terre. Voilà pour ma période militaire. Après j'ai quitté l'armée, je suis passé à un autre volet de ma vie. C'est marrant quand même, cet amour de la course, de la compétition, du tout-terrain finalement. Oui, j'aimais bien parce que là, entre autres, j'ai une saveur particulière pour la boue séchée sur les pots d'échappement. Je sais pas, c'est une odeur particulière ce truc et ça m'a toujours enthousiasmé. Donc dès le début, l'équitation, bon j'étais dans le concours complet, c'est-à-dire que je faisais du cross. La Jeep, c'est un peu les mêmes sensations en réalité. Donc je retrouvais un petit peu ce que j'avais pas fait, je le retrouvais dans la compétition automobile. Oui. Voilà. Donc en concours complet, on crosse un peu la même chose. Il y a un obstacle, donc on se prépare sur l'obstacle, le cheval calme, on le passe sans tomber, on le franchit toujours généralement, et puis après on relance la machine. Le 4x4, c'est un peu la même chose en réalité. On a les mêmes sensations physiques surtout. C'est justement ce parallèle entre le cheval et la Jeep qui nous a donné envie de pousser la porte du musée de la cavalerie. Situé dans les anciennes écuries du Cadre Noir, le musée retrace l'histoire de la cavalerie française de Charles VII jusqu'à nos jours. L'écurie Lantivy, elle prend naissance ici, avec la cavalerie montée qui deviendra la cavalerie blindée. Commandant de la Borie, bonjour, merci de nous accueillir dans ce superbe musée qui tient lieu et place là aussi dans un bâtiment historique. Le musée est installé dans ce qu'on appelait avant les écuries du manège, qui étaient donc les écuries du manège de Saumur, c'est-à-dire du fameux Cadre Noir de Saumur. Le musée s'articule autour de l'histoire de la cavalerie, en partant d'abord bien évidemment de la cavalerie dite montée, c'est-à-dire de la vieille cavalerie à cheval, et qui va devenir à partir des années 1920 et surtout des années 1930 l'arme blindée cavalerie, c'est-à-dire qu'on va passer d'une certaine manière du cheval animal au cheval moteur.
Il y a beaucoup de similitudes entre le cavalier à cheval et le cavalier moderne, qu'on pourrait l'appeler le tankiste d'une certaine manière. Tous les deux agissent par la vitesse, par la manœuvre. Tous les deux peuvent être également protégés, cuirassés, c'est-à-dire protégés derrière un blindage. On peut noter également que sur un cheval, on est nécessairement plus haut qu'un piéton, qu'un simple fantassin, de la même manière que sur la tourelle d'un char, on voit plus loin et on a une certaine supériorité physique sur l'homme à pied. On a au musée une collection qui est assez extraordinaire, qui vient de différents donateurs. Il y avait une collection historique ici à l'école de cavalerie qui a été donnée par un philanthrope, on va dire, dans les années 1930. Cette collection Barbet de Veau constitue, on va dire, l'ossature principale de la collection du musée. Et ensuite, eh bien, au fil des années, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, l'école de cavalerie a reçu beaucoup de dons d'illustres familles, puisqu'on a ici des souvenirs du maréchal Lyautey, du maréchal Delattre, du général de Gaulle, du général Patton, bref, de très grandes figures historiques et militaires du XXe siècle. Pour la petite anecdote, il y a des expressions comme ça qui sont passées dans le langage populaire qu'on a appris ce matin, comme le coup de latte. Oui, exactement, le fameux coup de latte, puisque la latte était une épée droite, très lourde, qui faisait à peu près 2 à 3 kilos. Et cette latte était l'arme de dotation des cuirassiers notamment, et elle servait à peu près à tout, aussi bien à piquer qu'à donner des coups. Et c'est effectivement cette latte qui a donné l'expression de coup de latte. Voilà. Dès lors, en toute logique, on s'est dit qu'il fallait que l'on aille découvrir le monde des cavaliers. On a donc pris la direction de l'École nationale d'équitation et de son prestigieux cadre noir. On a visité le musée de la cavalerie, on a vu les anciennes installations de ce cadre noir, sa période qui était militaire et puis ensuite qui est devenue civile. Oui, à partir de 1972, le cadre noir se dissocie, si je puis dire, de l'école de cavalerie de Saumur et s'installe à quelques kilomètres de Saumur, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, très exactement, sur le plateau de Terrefort, pour y mettre ses installations avec ses chevaux. Le cadre noir, c'est une formation d'une trentaine d'écuyers qui conserve des militaires aujourd'hui encore, mais qui est aux 2/3 civil. Même si l'écuyer en chef du cadre noir est toujours militaire. Actuellement, c'est le colonel Tesserink. Quelle est la fonction du cadre noir? Alors, un écuyer du cadre noir enseigne à des professionnels ou à des futurs professionnels pour leur faire acquérir leur diplôme d'enseignement. Ça, c'est la mission cardinale, je dirais, d'un écuyer du cadre noir. Ensuite, bien sûr, comme c'est un cavalier déjà très expérimenté, en fonction des chevaux dont il dispose, il fait de la compétition dans une discipline olympique, dans l'une des disciplines olympiques, le dressage, le concours complet, le saut d'obstacle. Nous avons d'ailleurs, pas moi-même, mais l'un de nos représentants éminents qui à Rio en 2016 a été sacré champion olympique avec l'équipe de France, c'est Thibaut Valette avec son cheval King du Brio, donc compétition. Ce même écuyer participe, comme moi je l'ai fait, même si je suis plus aujourd'hui chargé de l'organisation et de la préparation des déplacements, des présentations. Et on participe également à la présentation de la tradition équestre française avec notamment l'équitation académique à la française, les airs relevés et sauts d'école. Nous sommes, on peut le dire comme cela, les principaux représentants de l'équitation de tradition française qui est faite quand nous montons à cheval de sobriété, d'élégance, de rigueur bien sûr. En fait, on s'adresse aux chevaux d'une façon particulière qui a été identifiée, qui est identifiable et reconnue par l'UNESCO comme étant le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette équitation de tradition française, comme vous l'avez dit très bien, depuis fin 2011. Jeune retraité militaire, c'est vers les chevaux et le cadre noir que François Oldra poursuit l'aventure. C'est la suite logique. En réalité, j'ai arrêté ma carrière militaire parce que je savais que je n'aurais pas une carrière, entre guillemets, qui était conforme à ce que je voulais, ce que j'envisageais. Je suis devenu moi-même producteur d'événements. Voilà. Étant producteur d'événements, le cadre noir était venu me voir en me disant « Mais est-ce que vous voulez devenir notre producteur ?» Et donc là, la réponse a été oui, forcément.
La réponse était oui, parce que d'abord je connaissais le métier, ensuite je connaissais le cheval, parce que c'était ma passion d'origine. Et alors là, j'ai lancé pendant 20 ans, j'étais leur producteur, donc je m'occupais de la défense de leur image de marque, de leurs relations publiques, de leur com et surtout de leurs déplacements. J'étais soigneur et aujourd'hui je suis responsable de cette écurie. Tous ces petits moments sont des moments assez, même très rares. C'est les meilleurs moments qu'on a pu passer. François Oldra nous a permis de faire des déplacements qu'on n'a pas refait depuis. Les déplacements, c'était beaucoup de gens parce que certaines fois, sur le Japon, on avait 300 personnes comme sous contrat quand même. Et donc on a emmené le cadre noir dans le monde entier. On a été notamment aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. On a été également au Japon, à Tokyo, où j'ai eu la chance de présenter un cheval aux longues graines devant l'empereur du Japon, ce qui n'est pas fréquent. On ne fait pas ça tous les jours. Et puis j'ai eu la chance aussi de participer à un déplacement à Hong Kong et d'autres déplacements moins lointains, mais quand même tout aussi prestigieux à Paris, au Palais Omnisport de Paris-Bercy, et puis à Bruxelles, notamment en Europe et puis en Allemagne. Enfin voilà, on a fait de très très beaux déplacements grâce à l'organisation minutieuse et tout à fait professionnelle de François Oldra lors des années où j'ai participé à ces déplacements. J'ai eu une dizaine d'années très difficiles, physiquement déjà à tenir le coup. Ensuite, il y avait des enjeux financiers énormes. Donc il fallait que ça marche parce que c'était quand même moi l'organisme payeur quand même. Donc si ça ne marchait pas, je vendais ma maison quand même. Un monde fou, tout le monde se précipitait. C'était magique, pour moi c'était magique. Et puis il était très très à l'écoute et très arrangeant. Moi j'ai beaucoup apprécié surtout sa qualité d'organisateur parce qu'il était très précis, très carré, il n'y a jamais eu de bavure. Donc il y a certaines nuits quand même où j'ai pas dormi tranquillement. Et honnêtement, je n'ai jamais dormi aussi sereinement que depuis que je suis à la retraite. Il y a eu quand même des beaux souvenirs, non, à l'étranger comme ça? On a fait des spectacles tellement fabuleux. J'ai rencontré le sultan d'Oman, j'ai rencontré l'empereur du Japon, qui est quand même sorti 3 fois de son palais dans l'année, une fois pour les Jeux Olympiques, une fois pour rencontrer la reine d'Angleterre et une fois pour le cadre noir quand même. Donc c'est des événements quand même majeurs que j'ai retenus et que je n'oublierai jamais. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans. Bon, au bout de 20 ans, je commençais à être un peu exténué tout de même. Donc c'était l'âge de prendre la retraite. Donc j'ai pris ma retraite. Puis il y a l'écrivain qui est apparu. L'écrivain qui aime Saumur et qui avait envie peut-être de laisser aussi un témoignage. C'est-à-dire que j'avais eu l'idée de faire un film qui malheureusement je n'ai pas pu faire sur Charles de Foucault qui est un local très connu. Et puis après je me suis dit les choses changent quand même beaucoup et il serait peut-être temps d'un peu d'écrire. Donc j'ai écrit un premier bouquin qui traite justement du backstage comme on dit, c'est-à-dire tout ce que le public ne voit pas et tout ce que fait le producteur. Donc il a quand même beaucoup de soucis. Et un deuxième bouquin qui traite des inconnus du Chardonnay. C'est-à-dire tous les événements qui sont passés sur la scène où nous sommes aujourd'hui. Donc il s'en est passé des trucs ici absolument incroyables. Donc avant qu'on oublie tout ça, j'ai préféré les écrire sans ambition, mais pour que ça reste un peu une mémoire de ce qu'a été Saumur autrefois. Quel regard vous portez sur cette place du Chardonnay? Il y a de l'émotion à des moments? Oui, moi mon cœur est là. C'est-à-dire que j'ai l'impression, vous savez, dans la vie, certaines fois, il y a des endroits où on dit d'où suis-je, d'où viens, surtout quand on est militaire, où on est amené. Et moi, mon cœur, il est là. Donc il est sur cette place. Voilà. Et dans un village italien où il y a la chapelle de ma famille. Voilà. C'est important ça aussi. Très important. Le moment est venu pour François Oldra de se lancer dans un nouveau challenge. Le premier Sim historique 2015 en sera le déclencheur. J'ai un frère à qui je suis très lié, je lui ai dit mais tu devrais faire des raids avec nous en moto, etc. Il me dit mais moi j'ai mal au dos, il faudrait qu'on fasse un truc en voiture. Et puis ce qui me ferait plaisir, c'est de retourner voir le raid des Sims. Le soir j'ai regardé sur internet et qu'est-ce que je vois? Un message d'appel qui dit si on fait les Sims historiques, est-ce que vous seriez intéressé? Alors je connaissais personne là-bas, il y a longtemps que j'étais pas allé, donc j'ai écrit tout ça en disant si vous faites les Sims historiques, on s'engage tout de suite. Voilà. Donc j'ai pas de voiture, j'avais rien. Et donc tout de suite on s'est préinscrit sans savoir sur quoi on allait partir. Il n'en fallait pas plus. L'écurie Lantivy voit le jour. Ne reste plus qu'à trouver des véhicules. Le général de Barmont donnera son accord. Des voitures militaires non roulantes appartenant au musée des blindés seront restaurées pour participer au rallye des Sims historiques, véhicules destinés par la suite à enrichir la collection du musée. Sans le musée des blindés,
notre épopée écurie Lantivy n'aurait pas pu exister. Les collections du musée des Blindés comptent environ 800 exemplaires qui vont du vélo jusqu'à la carcasse. Et à l'intérieur du musée, c'est-à-dire dans les collections permanentes, nous avons environ 200 véhicules de quelques kilos jusqu'à presque 70 tonnes. Voilà. Le but du musée des Blindés est d'avoir une collection représentant l'ensemble des blindés qui ont été faits dans le monde. Le plus ancien date de 1916. C'est un véhicule français. Ce sont les premiers blindés de l'armée française. C'est le véhicule Schneider et le Saint-Chamond. Alors l'association des Amis du musée des Blindés gère le musée, ce qui rapporte un petit peu d'argent. Et grâce à cela, nous pouvons restaurer un grand nombre de véhicules. Et cette association est à la fois une association de gestion et une association d'amis avec des bénévoles qui viennent régulièrement nous aider à restaurer les véhicules. Donc on s'est limité à 3 voitures. On a essayé 4, mais c'était trop compliqué. Donc on a 3 voitures de l'écurie qui viendront encore cette année. Et on espère continuer les années suivantes. Voilà. Et on a bien sûr le colonel de Lantivy qui lui a gagné les cimes. Voilà, alors lui c'est l'invité d'honneur. J'ai fait le listing des membres de l'écurie. Ce sont les gens qui ont participé, etc. Donc lui il est le numéro 1 parce qu'on a pris son nom. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand j'ai rencontré la première fois à Tarbes, il était capitaine. Il avait gagné les cimes et moi j'arrivais comme lieutenant depuis Alkirch. J'ai hésité avant de lui parler, car il avait une telle aura au régiment. Lantivy, c'était Lantivy. Hein, voilà. J'ai fait mon service à Rambouillet et j'étais chauffeur du colonel et j'avais cette Jeep de La Haye. Donc en fait, la Willys, je ne l'ai connue qu'après. Mais par contre, c'est quand même ma préférée, la Willys, et de beaucoup. Donc on s'est déplacé devant une Jeep qui aurait pu vous appartenir, qui en tout cas est revenue de Tarbes, celle-ci, au moment où vous étiez dans ce régiment. Oui, c'est une Willys classique, une porteuse de 4 paniers avec des missiles qui étaient encore en activité dans les années 68-69 au 4e escadron à Tarbes. On va revenir à l'année 1971, vous êtes lieutenant, vous êtes au rallye des cimes et vous arrivez en haut de la marche du podium, vous gagnez ce rallye des cimes. 71, oui. Et c'était une ambiance extraordinaire. Il y avait de la préparation avant sur Tarbes ou on y allait comme ça? Non, on allait sur le terrain et c'est sur le terrain où on se préparait. On partait le mercredi, je crois, mercredi, jeudi, donc on avait quand même 2 jours pour reconnaître les pistes. Elle portait donc le numéro 6, la voiture qui a gagné avec vous en 71? Elle portait le numéro 6, exactement. On a la recopie effectivement de ce véhicule-là. C'était ce véhicule-là, alors voilà la copie, effectivement, le numéro 6, et je crois qu'il y a dessus le 15e rallye international des cimes. Voilà. Vous n'êtes pas venu qu'une seule fois sur le rallye? J'ai dû faire 5 rallyes des cimes. 71, 72, 73, 74 sur Jeep, 75 sur buggy, un baboulin. Une fois j'ai remporté le scratch et une autre fois j'ai remporté la 5e place. En 2018, on va vous retrouver dans quel véhicule? Alors je ne sais pas encore ce que va décider François. Je pense que je vais être copilote sur une Jeep, mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas rien pour le moment. Et s'il me laisse le volant, je serai ravi. Hein. Vous avez gardé un petit coup de cœur pour le Pays Basque? Le Pays Basque et la Bretagne. Je vous avais parlé une fois du néophyte breton, gagne le rallye des cimes. Bien, le néophyte maintenant il a 80 ans. Il vient quand même toujours nous voir, il est toujours dans ses Jeeps, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais oui, pourvu que ça continue. On ne l'a pas encore donné un volant, je sais qu'il en rêve. Mais c'est un peu difficile parce que nous ici quand même on travaille toute l'année sur les voitures. Donc le type qui a refait la Jeep, il faut mieux qu'il prenne le volant quand même. Que ce soit plus motivant, mais j'y pense, j'y réfléchis pour qu'un jour finalement on lui remette en main une Hotchkiss avec laquelle il a gagné les cimes. Une telle aventure n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide précieuse de mécènes saumurois. Dès 2015, Unilopal a apporté son soutien à l'écurie Lantivy. Unilopal conçoit, fabrique et commercialise depuis 60 ans des lubrifiants moteurs industriels. L'un des leaders français du marché des lubrifiants. Le site de Saumur donc, que vous avez pu visiter est l'un des plus modernes d'Europe. On fabrique près de 35 000 tonnes par an. On livre particulièrement en France et 4 000 tonnes sont exportées partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine.
Ça fait 3 ans donc vous êtes présent, vous, sur le rallye des cimes historiques. Est-ce que justement à l'intérieur de l'usine, il y a certains de vos employés qui se sont dit à un moment, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de ces véhicules? Voilà, chaque année, en fait, à la fin de la course, Monsieur Oldra nous met la Jeep en exposition pendant 6 mois. Donc c'est vrai que ça fait parler les salariés et les clients. On a aussi eu l'occasion de pouvoir faire un tour avec Monsieur Oldra dans les vignes juste derrière. C'est l'occasion de faire connaître un peu notre engagement citoyen au niveau de Saumur et puis aussi le fait que l'entreprise fasse un peu de mécénat avec ce genre de relations. Donc il y a le rallye des cimes, il peut y avoir aussi des opérations avec le théâtre de Saumur. Patrice Montmousseau, collectionneur et grand amateur de voitures, a lui aussi répondu présent dès 2015. Le président directeur général de Bouvet-la-Dubé nous dévoile sa passion première, le Brut de Loire. On est au bord de la Loire et on a un vin qui se prête particulièrement bien au pétillement. Quels sont les cépages qui sont utilisés pour faire un Brut de Loire? C'est majoritairement le chenin, ou le pinot de la Loire, pinot blanc, et le chardonnay. Qu'est-ce qui va différencier les différents Bruts de Loire? C'est le cuisinier, c'est-à-dire l'homme qui fait les assemblages. On travaille quoi? Une saveur, une odeur, un parfum? C'est que du goût. C'est que du goût. Il y a aussi l'homme qui est passionné de voitures. Qu'est-ce qui vous séduit dans une voiture? Tout, sa ligne, son moteur, ses performances. Il y a une question de puissance, de vitesse ou pas? Oui, il y a tout ça, mais c'est pas obligatoire. Ce qu'il faut, c'est des sensations. Alors la voiture, comme le fait François, par exemple, c'est des sensations sur les cimes. Vous suivez ses aventures quand même? Ah bah oui, de près, bien sûr. Donc ça veut dire que pour 2018, vous serez présent finalement au travers de François sur l'historique de l'écurie? Ah, mais on est toujours présent de cœur, c'est sûr. Pas sous son aile, mais sur son aile. C'est lui qui nous a trouvé une place sur son aile pour fêter la victoire. Un jour, assis au bar d'un café à Saumur, j'ai croisé François. Il s'est assis à côté de moi, il m'a dit « Ah, tu es dans la communication maintenant ?» J'ai répondu « Oui ». Il m'a dit « J'ai du travail pour toi ». Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé dans l'écurie Lantivie. Dans un premier temps, je fais connaître l'écurie Lantivie à Saumur et puis un petit peu partout en France. Pour ce faire, je mène 2 actions. Première action, le site de l'écurie Lantivie, qui est créé depuis janvier 2016. Et depuis le rallye 2016, j'ai mis en place une page Facebook, ce qui permet à tous ceux qui sont passionnés par le 4x4, mais aussi aux amis de l'écurie Lantivie, de pouvoir suivre les évolutions de l'écurie. Bonjour David, alors ça y est, c'est la grande rentrée à l'écurie de Lantivie, en place de copilote, direction les Pyrénées pour l'historique 2018. Oui. Ça va être une passion la voiture là? Non, jamais. Jamais fait une chose comme ça, jamais essayé. Donc avec une nouvelle amie, des nouvelles amies, parce que l'écurie c'est complet. Elle m'a demandé d'essayer une chose comme ça. J'ai fait la première année dernière et continue à faire comme ça, comme copilote. J'ai fait la première année de l'assistance, après ça marche comme ça. Vous êtes en même temps coach sportif. Je pense que ça va rendre jaloux les autres équipages là qui viennent à l'écurie des cimes de savoir que l'écurie de Lantivie a quand même son propre masseur. Ah oui, ça c'est nouveau, parce que déjà, moi j'ai trouvé ici dans le coin, c'est un travail qui n'existe pas. Vous faites du kung-fu à côté? Oui, moi j'ai démarré la mienne vie avec le kung-fu à 6 ans et après j'ai approché toutes les disciplines à côté et j'ai continué, j'ai fait comme ça c'est la mienne vie, c'est la mienne passion, c'est le mien travail. L'année dernière, vous avez mis les pieds pour la première fois à ce rallye des cimes, au fin fond des Pyrénées. Vous avez gardé une belle image de ce coin? Alors, moi j'ai un super souvenir de l'énergie qu'il y a le coin là-bas. Les personnes, je les trouvais très gentilles. Et j'ai trouvé beaucoup de monde qui m'a arrêté pour la rue pour dire bonjour, pour dire venez d'où, vous participez à rallye. Et donc j'ai trouvé une chose super. J'aime beaucoup, mais je ne suis pas habitué de trouver comme ça tout de suite. Quand j'ai posé les pieds, j'ai dit ça c'est bien, c'est pour moi, j'ai dit. Et je suis particulièrement reconnaissant à François de m'avoir accueilli ainsi que ma famille sur Saumur et de m'avoir finalement permis d'intégrer cette aventure du rallye des cimes dont je suis particulièrement reconnaissant. Ça s'est passé comment pour vous cette année alors, dans la Voie lactée? Dans la Voie lactée, je ne sais pas si elle était aussi brillante que lactée, mais je suis sûr que c'était effectivement une aventure. Bon, moi j'ai toujours bien aimé les sports mécaniques, mais principalement la moto plutôt. Et donc là, François, qui est aussi motard, m'a proposé de participer à cette édition 2017 du Rallye des Cimes.
effectivement en me permettant de conduire cette vieille P4 Essence rénovée sur les circuits magnifiques du Pays Basque. Et donc pour moi, effectivement, c'était une découverte à la fois de cette participation à un rallye prestigieux et puis également cette capacité de découvrir l'ambiance du rallye des cimes. Et je dois avouer, puisque vous évoquez le sujet, que j'étais assez admiratif, voire même bluffé, par l'esprit de camaraderie, de simplicité qui règne dans ce rallye. Finalement, chacun était à l'écoute du voisin, prêt à le dépanner avec une pièce ou une autre pour permettre de continuer le rallye, vaille que vaille, quel que soit, je dirais, l'état mécanique de la monture que l'on pilote. Vous avez gardé une image particulière au coin de votre tête en remontant ici ? J'ai gardé beaucoup de très belles images de paysages, notamment un petit passage un peu étroit où on nous a fait passer avec un peu de vide sur le côté. Mais la plus belle image, je crois, c'est cette capacité d'entraide. Et je me rappelle qu'un des véhicules avait eu un problème mécanique et il s'agissait de trouver la pièce qui convenait. Et finalement, je crois que ces deux pilotes se sont proposés spontanément de donner gratuitement la pièce pour qu'on puisse réparer cette Jeep qui était en panne. Et j'ai trouvé que c'était assez fabuleux comme relation humaine à la fois décontractée et puis profondément altruiste. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose, quoi. Bon, l'écurie de l'Antivie a encore de beaux jours devant elle alors. Oh bah avec François à la tête, comme grand organisateur, je ne fais aucun souci. À droite, à droite, à droite. François, mais quel est donc ce Iltis sur une remorque? Alors, c'est un Iltis que j'ai récupéré dans les stocks du musée des Blindés, donc qui n'a pas dû tourner depuis à peu près 50 ans. Donc la prochaine fois que vous le verrez, il sera sur la remorque, mais licatré pour le départ. Ça sera ma voiture cette année, donc celle qu'on appellera la rouge et qui remplace la Mute. Mais entre maintenant et le mois de juin, il y a quand même beaucoup de travail. Et c'est Jean-Pierre Achard qui va se mettre dessus pour la remettre en état. D'ailleurs, je ne sais pas si vous reconnaîtrez la Iltis au Rail des Cimes, parce que je pense qu'elle devrait avoir cette tête-là à peu près. Bonjour Jean-Pierre, membre de l'écurie l'Antivie, mécanicien en chef. C'est comme ça qu'a décidé François Oldra. Et franchement, avec une voiture d'exception, là, ça veut dire qu'il y a une double casquette. Il y a cette casquette de mécanicien, mais il y a cet homme passionné aussi par les 24 heures du Mans. Alors, présentation de la voiture quand même. Donc c'est une Ultima de 1996 avec un moteur Rover avec un compresseur. Donc ça donne 400 chevaux pour 900 kg. Donc c'est assez rapide, très léger et très rapide, quoi. Très léger, très rapide, ça veut dire quoi en vitesse? 250 km/h au Mans. Mais c'est venu comment cette passion de la voiture? Alors, ça fait mon père qui m'a appris la mécanique quand j'étais tout petit. Ça a continué, puis depuis, on n'arrête pas. Bon, et puis il y a eu la rencontre avec François Oldra, et puis ce challenge de l'historique et remettre en route ces vieux véhicules. Voilà, tout à fait. La P4 qu'on a remis en route l'année dernière, qui ne tournait pas, le moteur était bloqué, donc on l'a refait entièrement. Elle a tourné, elle est partie, elle a fait le tour sans gros problème. Et cette année, on va repartir avec la Iltis et on va essayer de faire pareil. Bon, alors on a vu la Iltis ce matin, on a vu son état général. Entre nous, il y a du boulot. Je sais pas, je l'ai pas vu encore, mais on m'a dit oui. Mais on va faire comme l'année dernière et ça s'est très bien passé, donc il n'y aura pas de problème. Et donc par la suite, pendant le rallye des cimes historiques, vous êtes avec l'écurie de l'Antivie en soutien mécanique? Tout à fait, oui. Dès qu'il y a un souci, comme l'année dernière, on a refait le joint de culasse de la Jeep. Si on a un souci, on fera pareil. Ça veut dire qu'on descend avec des pièces ou qu'on fait confiance aux Basques pour en trouver? On fait confiance aux Basques, on a trouvé le joint de culasse sur place, mais bon, on emmène nos propres pièces quand même, le minimum pour réparer, quoi. Il y a aussi dans le garage des voitures anciennes. Hein. J'ai la voiture de mon père qu'on avait achetée ensemble, une Rosalie de 1937, et la Méhari qui est derrière, qui était à mon grand-père aussi, donc j'ai appris à conduire là-dessus. J'avais 10 ans. Alors pour 2018, l'écurie de l'Antivie, aucun souci, ça va tourner comme une horloge. On devrait gagner, je pense. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, François, de nous avoir permis de découvrir votre belle région, votre parcours personnel et celui de l'écurie l'Antivie dans ces terres. Saumur, c'est toute une culture, une histoire. Les gens ignorent un peu tout ça, puis bon, c'est pas fondamental pour leur vie future, mais je trouve que c'est bien que ça reste dans les mémoires. Les gens sont bien dans leur tête, donc on est heureux. On n'a peut-être qu'un regret, c'est de ne pas être basque. Mais le meilleur des compliments, c'est en 2015...
dans Bandetia, parce que je dis pas Bandetia, maintenant je sais que c'est Bandetia. À l'arrivée en haut, il y avait un monsieur qui était assis sur un siège avec sa canne entre les jambes, appuyé sur la canne, qui a levé sa canne pour que je m'arrête, donc je suis descendu, je suis allé le voir, et il m'a dit « Hé militaire, tu as fait Bandetia », donc ça voulait dire « on t'a pas tiré », et j'avais été passé, il m'a dit « tu es des nôtres maintenant ». Pour moi, c'est peut-être le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait.